Et pour en savoir plus sur cette réunion, nous avons le plaisir d'être en direct avec Omar Hillel, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir, Adam. Alors, il s'agit d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la MINURSO. Alors, que retenir de cette réunion? Tout d'abord, bonsoir. Tout d'abord, il faut relativiser l'importance de cette réunion. C'est une réunion ordinaire de consultation à huis clos où le représentant personnel du secrétaire général et son représentant spécial au Sahara présentent leur rapport oraux pour décliner les derniers développements de la question du Sahara. Et comme on dit ici chez nous au Maroc, à New York, it's business as usual. Mais je pense le plus important, c'est le contexte. Et le contexte, c'est ce qui s'est passé à Washington la semaine dernière. C'est là où il y a eu l'événement de la réaffirmation de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis, comme vous avez bien voulu le rappeler, mais également la conviction exprimée fort, haut et fort par l'administration américaine que l'initiative d'autonomie marocaine reste et doit être la seule solution possible à ce différend régional dans le cadre de la souveraineté et de l'unité et de l'intégrité territoriale du Maroc. Mais l'élément nouveau à Washington, c'est l'engagement cette fois-ci, clair, des États-Unis de tout faire pour la relance de la discussion et surtout contribuer à l'aboutissement de cette solution qui, d'après les États-Unis et également conformément à la vision de Sa Majesté le roi Lancelot, c'est l'autonomie, rien que l'autonomie, dans le cadre de la souveraineté et l'intégrité territoriale. Un cadre qui a gagné en soutien international de la marocanité du Sahara, mais également en soutien international pratiquement sur tous les continents à l'initiative marocaine d'autonomie avec plus de 110 pays qui la soutiennent. Donc nous sommes dans une dynamique que les États-Unis vont renforcer, vont conforter afin de mettre fin à un conflit bilatéral, mais avec une dimension régionale qui dure depuis un demi-siècle. Et nous espérons que ce 50e anniversaire de la Marche verte sera l'heureuse occasion, l'heureuse année où ce problème sera réglé définitivement avec nos voisins algériens. Alors, vous l'avez dit à l'instant, Washington a reconfirmé sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara avec le plan marocain d'autonomie comme unique cadre de négociation. Alors, quel impact cette position a-t-elle sur l'évolution de ce dossier? C'est un impact énorme parce qu'il ne faut pas oublier, les États-Unis sont un membre permanent du Conseil de sécurité, comme la France. Le fait que ces deux pays s'unissent pour reconnaître la marocanité du Sahara, ils vont donner une impulsion particulière au processus politique et au règlement de ce différend. Il ne faut pas oublier que c'est associé à cette reconnaissance de la marocanité du Sahara, un pays qui était le colonisateur. Donc, deux grands acteurs internationaux qui font le droit international au sein du Conseil de sécurité, mais également l'ancienne puissance coloniale qui connaît l'histoire de la région, qui connaît la population de la région et qui a apporté son soutien à cette solution à travers sa reconnaissance. Chaque fois, c'était un game changer. Chaque fois, c'était un tournant important pour le règlement de ce différend, au moment où, malheureusement, l'Algérie continue à rejeter les tables rondes, continue à refuser de revenir au processus politique et à s'accrocher à un narratif sclérosatique datant de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre froide. Le Royaume du Maroc, grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, a réussi à imposer sa perception pour le règlement de ce problème grâce à la crédibilité du Maroc, à sa stabilité, à son développement et à son engagement international, engagement responsable, mais engagement également pour tout ce qui concerne la paix, non seulement dans notre région, mais au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs, chaque fois que le Maroc peut apporter sa contribution, peut apporter une plus-value
aux efforts internationaux, eh ben, elle est là, elle est partenaire, elle est engagée, elle est solidaire, que ce soit pour la paix, que ce soit pour le développement ou que ce soit pour toute question qui relève des Nations Unies. Alors, des think tanks américains se demandent sur la légitimité du Polisario pour représenter la population du Sahara devant les instances internationales. Alors, que ces membres ne sont même pas, alors que ces membres ne sont même pas élus auprès de ces populations. Alors, qu'est-ce qui donne une telle légitimité au Polisario? Bah, il n'a pas de légitimité du tout. C'est ce que nous n'avons jamais cessé de répéter depuis un demi-siècle. La représentativité ne se donne pas comme ça. Et ce que le Polisario et l'Algérie ont fait, c'est une double captation. L'Algérie a fait une captation sur le destin, sur la population des camps séquestrés de Tindouf, et le Polisario a fait une sorte de captation sur la soi-disant représentativité. La représentativité, selon le droit international, c'est la consultation populaire qui la donne, c'est la population. Or, personne n'a voté pour eux, c'est toujours la même oligarchie, c'est toujours la même tribu, c'est toujours les mêmes soi-disant responsables qui sont reconduits dans leurs responsabilités grâce à l'Algérie, mais leur représentativité, elle est pratiquement zéro, comparativement avec les élus marocains qui sont régulièrement élus, renouvelés. Il y a une jeunesse qui émerge, il y a également les tribus qui contribuent, il y a les associations, il y a une vie politique, économique, culturelle qui fait ressortir une représentation intergénérationnelle. Alors que dans les camps de Tindouf, c'est les mêmes qui gouvernent les camps, les mêmes qui carrément oppriment la population et les mêmes qui se proclament un peu partout, mais sans que les gens les prennent au sérieux, que représentants de la population. Et il faut rappeler que ni l'Union africaine ni les Nations unies ne les reconnaissent comme unique légitime population représentant des populations des camps. Et ce qu'a fait le think tank américain, il n'a fait que confirmer une réalité que nous avons toujours proclamée, une réalité que nous avons EDP, que nous avons toujours dénoncée, que ce soit à l'égard de l'Algérie ou que ce soit le fait que l'Algérie a démissionné de ses responsabilités, a confié les populations, les camps à un groupe séparatiste armé dont les liens avec le terrorisme maintenant s'est avéré avec les récentes révélations de Washington Post cette semaine. C'est ce qui conforte notre position. C'est que nous avons toujours raison en ce qui concerne la question du Sahara. C'est juste le temps dont les gens, dont les États ont besoin pour confirmer et revenir pratiquement et reconnaître que nous avions raison, que ce soit sur le détournement de l'assistance humanitaire, que ce soit sur la représentativité du Polisario, que ce soit sur la réalité dans les camps, les violations des droits de l'homme, ou que ce soit maintenant les liens de Polisario avec l'Iran, avec Hezbollah et avec l'entraînement en Syrie, avec ce danger qui planait sur nous, que le Maroc a dénoncé depuis plusieurs années et que certains ont mis en doute, à savoir l'installation, ou plutôt l'intrusion de l'Iran et de Hezbollah et des Houthis dans notre sous-région nord-africaine, avec bien sûr la complicité, le soutien et le financement du pays voisin, l'Algérie. Alors, vous l'avez peut-être vu, The Washington Post, dans son édition de ce week-end, le dimanche plus précisément, parle de liaison dangereuse entre l'Iran et le Polisario, comme vous venez de le mentionner. Alors, est-ce que cette liaison va-t-elle discréditer le Polisario et confirmer son statut de milice terroriste ? Je crois que dans les think tanks et dans les chancelleries occidentales, il y a une reconnaissance expresse des liens du Polisario avec, que ce soit la nébuleuse terroriste ou que ce soit avec l'Iran et Hezbollah. Comme je l'ai dit, c'est une vérité de la palisse que tout le monde reconnaît et que maintenant, grâce à Washington Post, avec des preuves à l'appui, s'il n'y avait pas de changement
de régimes en Syrie, énormément de gens auraient continué à mettre en doute ce que nous avions tout le temps, depuis 4 ou 5 ans, dénoncé, que ce soit dans les déclarations officielles ou bien dans nos entretiens avec nos partenaires aux Nations Unies ici, ou bien avec le secrétariat des Nations Unies, ou bien dans nos entretiens avec les pays sur le plan bilatéral. Si heureusement, il y a toujours la vérité qui émerge. Et la vérité, elle est là, elle est éclatante, et tant mieux pour notre cause, tant mieux pour la paix et la sécurité. Et nous espérons que ce qui s'est passé au Moyen-Orient, et surtout en Syrie, puisse ramener à la raison nos voisins algériens pour qu'ils se rendent enfin à l'évidence que soutenir le terrorisme, soutenir les groupes terroristes armés ne leur permettra pas jamais de réussir le projet séparatiste ou leur intention d'affaiblir le Maroc ou d'avoir accès à l'Atlantique à travers une entité fantoche qu'ils ont fait naître, qu'ils ont armée, financée et encouragée, et qui malheureusement maintenant elle est devant l'Algérie, devant une réalité dont tout le monde parle, que ce soit à Washington, que ce soit à Paris, que ce soit ici à New York. Et oui, justement, la semaine dernière, pour revenir un peu aux rencontres entre les responsables marocains et américains, lors de la rencontre plus précisément du ministre marocain des Affaires étrangères, Nassal Bourita, avec le conseiller sur la sécurité nationale américain, Mike Waltz, les deux responsables ont évoqué la coopération sur les questions régionales d'intérêt. Que pouvez-vous nous dire sur ce volet-là, notamment la lutte contre le terrorisme au Sahel et le Maroc en tant que pays pourvoyeur de stabilité régionale ? Le Maroc est un partenaire solide, est un partenaire crédible dans la lutte contre le terrorisme international. Nous avons souffert du terrorisme, nous avons appris des leçons et grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, il y a eu toute une stratégie qui a été mise en œuvre depuis les attaques terroristes lâches à Casablanca. Et la réussite de la stratégie qui a été initiée par Sa Majesté le Roi a suscité l'intérêt non seulement de nos pays frères africains et amis qui ont envoyé, que ce soit leurs services, que ce soit leur armée, que ce soit leur imam pour la déradicalisation, mais en même temps les grandes puissances, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Europe et même les Nations Unies qui ont ouvert un bureau de lutte contre le terrorisme qui permet de faire du Maroc une plateforme dans laquelle il partage son expérience, il partage son savoir-faire et qui exprime également la solidarité du Maroc avec les pays africains particulièrement, parce que la stabilité de l'Afrique, c'est la stabilité du Maroc. Prospérité du Maroc, c'est la prospérité de l'Afrique. La paix dans la région préoccupe le Maroc et le Maroc en fait un objectif stratégique pour lequel il travaille non seulement avec les pays africains, mais également avec les grandes puissances qui ont un rôle à jouer, comme les États-Unis, comme la France, comme les pays européens, et également avec le Conseil de sécurité, parce que cette région, elle est appelée malheureusement à connaître, il connaît actuellement des situations de déstabilisation, de terrorisme, d'extrémisme qui rampent malheureusement chaque jour. Quand on regarde la carte de l'Afrique, ben, on voit pratiquement de la Somalie jusqu'au golfe de Guinée, les terroristes qui sont en train de renforcer leur position. Et pour faire face à cette poussée terroriste et extrémiste, seul, il n'y a pas d'alternative à la coopération internationale. Et cette coopération internationale, c'est ce qui va nous permettre de vaincre ce fléau africain et mondial. Et nous sommes très heureux que les États-Unis considèrent le Maroc, le Royaume, avec ses institutions sécuritaires, avec son armée, avec son expérience, comme un partenaire fiable, comme un partenaire avec lequel ils peuvent travailler. Ils travaillent déjà énormément et renforcent leur coopération pour, pas seulement en Afrique, mais ailleurs, en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité internationale.
Eh bien, merci, Excellence, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis New York et vous êtes ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies. C'est moi qui vous remercie.